Alors c'est parti. Bonjour à tous. J'ai fait une petite diapo de présentation. Alors voilà, ça c'est moi. Il y a mon mail en bas si jamais vous voulez m'écrire, n'hésitez pas. J'aime beaucoup la lecture. Donc là, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur ma chaîne YouTube que j'ai lancée en 2015, je crois, et qui se met à parler de géologie depuis 2017. Donc c'est pas si vieux, même si ça peut être vu comme très vieux à l'échelle de YouTube, mais c'est récent à l'échelle des temps géologiques. Voilà, il fallait que je commence par cette petite blague. Donc, je commence par parler de moi parce que c'est ce que je fais de mieux. Alors, tout a commencé quand je suis née dans une petite banlieue parisienne. Alors, dès le début, mes parents ont vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas chez moi. Non, c'est pas ça. Ah mince, j'ai loupé ma diapo. Bref, donc je vais vous parler de ma chaîne YouTube, voilà, que Didier a présenté tout à l'heure. Vous voyez, il y a des vidéos qui parlent de géologie, tout ça, mais on y reviendra tout à l'heure, avec des guests de qualité comme me suffit ici. Donc je vais commencer par expliquer mon parcours. Donc comme je le disais, dès le début, mes parents ont vu qu'il y avait quelque chose de pas tout à fait normal chez moi. Non, c'est pas ça, je suis remontée trop loin. Donc tout a commencé quand j'ai fait des études de géologie et c'est là, en licence, donc, que je me suis mise à Aix-Marseille, que je me suis mise à prendre des photos de cailloux avec des objets devant, donc des marteaux, parfois des marteaux avec l'étiquette encore dessus, parce que j'étais très flemmarde, parfois des doigts à des endroits qui n'indiquent absolument rien, genre là, ça ne sert à rien pour l'échelle, mais c'est pas grave. Euh, donc, je me suis dit un jour que ce n'était pas fait pour moi, la géologie, particulièrement après avoir vu un concert de Richie Hallyday, qui est le sosie officiel de Johnny Hallyday et que j'ai vu vraiment en concert à Palavas-les-Flots. Et là, c'était vraiment une révélation pour moi. Et du jour au lendemain, je me suis dit, je ne veux pas être géologue, je veux être biologiste. Et donc, j'ai fait des études de bio. Euh, à... J'ai fait un master en écologie, particulièrement à Montpellier. Et à l'occasion de ce master, j'ai pu faire un stage au Canada où j'ai pu manger des crabes des neiges, éviter les stalactites et faire une hypothermie. C'était très fun. Et donc, c'est là que je me suis dit que la biologie, ce n'était pas pour moi. Et donc, du coup, j'ai fait plutôt un master en journalisme scientifique, parce que je me suis dit que c'était bien le journalisme scientifique. Et donc, c'est un master qui est à Paris Diderot, dans lequel j'enseigne maintenant. Et alors là, je n'ai pas compris, il s'est mis à se passer plein de choses. Je ne saurais pas encore tout expliquer encore aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, je suis youtubeuse, ça on peut le dire. J'ai travaillé pendant 2 ans, donc, comme tu le disais, Didier, tout à l'heure, à Sciences et Avenir en tant que vidéaste, enfin journaliste vidéaste généraliste. Donc en fait, j'accompagnais des journalistes sur le terrain où j'y allais toute seule pour faire des reportages, des interviews, des trucs comme ça. Et puis je les montais après. J'ai eu à l'occasion de ces 2 ans l'honneur, l'insigne honneur d'élever un blob qui s'appelait Dylan. Voilà. Le nom n'est pas de moi, mais je m'en suis occupée très fièrement avant qu'il ne meure. Et voilà. Et donc, après ça, je me suis lancée à plein temps sur ma chaîne YouTube, chaîne que j'avais commencée pendant mon master de journalisme scientifique. Donc, à l'époque, c'était plus une expérimentation, en fait. Donc, je faisais un peu des interviews, un peu de tout. J'essayais de faire un ton un peu sérieux parce que je me suis dit que ça me servirait un peu de vitrine professionnelle. Et puis, quand j'étais à Sciences et Avenir, je me suis dit, bon, bah, j'ai plus vraiment besoin de vitrine professionnelle parce que je publie par ailleurs. Donc, je vais faire vraiment ce qui m'amuse. Et puis, des amis m'ont dit, pourquoi tu ferais pas des blagues, enfin, pourquoi tu serais pas plus naturel dans tes vidéos? Et donc, ça, c'est le mot-clé de, de ce moment, de cette conférence, c'est l'authenticité. Et à mon avis, c'est ce qui marche le mieux sur YouTube, c'est d'être authentique. Et donc, c'est là où j'ai commencé à faire n'importe quoi, enfin, à faire des blagues sur YouTube. La première vidéo de géologie qui a marché sur ma chaîne, c'était la première vidéo de géologie et la première vidéo un peu drôle. C'est celle où je léchais des cailloux et j'expliquais en fait pourquoi les géologues lèchent des cailloux. Enfin, qu'est-ce que ça peut, enfin, ce que ça peut indiquer comme caractéristique sur les différentes roches, par exemple. Et, euh, et cette vidéo a plutôt bien marché. J'ai eu des très bons retours du public dessus et donc je me suis dit, bah, je vais continuer dans cette lancée. À la fois parce que l'humour, c'est rigolo et ça plaît, et à la fois parce que la géologie, c'est un créneau qui n'était pas tellement pris, je crois, sur YouTube à ce moment-là. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas grand monde dessus. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion un peu de montrer
une autre facette de la géologie et montrer que ça peut être une science et intéressante et vaste et rigolote aussi, pour un peu casser cette image de... vous voyez bien l'image que peut avoir la géologie dans la pop culture, je ne reviens pas là-dessus. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se battre au quotidien pour lutter contre ça, surtout s'il y a des médiateurs dans la salle. Et donc, voilà, donc ça, c'est la fameuse vidéo « Je lèche des cailloux ». Je donne vraiment de ma personne dans cette vidéo. Il y a aussi 2 minutes, 1 ou 2 minutes, je ne sais plus, à la fin de la vidéo, où c'est uniquement moi qui mange un rocher Suchard en entier, en plan séquence. Donc voilà, c'est vraiment axé sur le contenu scientifique avant tout. Non, en fait, c'était surtout, au départ, c'était pas mal de science, un peu d'humour, et puis plus ça va, plus il y a d'humour, en fait. Mais voilà, c'est un équilibre à trouver. Là, donc, c'est un autre exemple de vidéo. Alors, je ne sais pas si c'est la peine et si c'est possible de montrer un petit bout de la vidéo. Si, Oui, c'est possible. Oui, bien sûr. Ok, alors je vais essayer de la lancer. Je ne sais pas si ça va marcher, suspense. Vous me direz si vous voyez la vidéo qui démarre. C'est juste pour voir un peu le ton que j'emploie et les différentes mises en scène, ce genre de choses. Hop. Est-ce que vous voyez l'onglet Chrome qui s'est ouvert? Non? On n'a pas vu, là. Non. Alors, il faut que je change. Attendez voir. Peut-être partager. Oui, il faut changer le partage, peut-être. Oui. Il faut que je trouve comment rouvrir. Sauf s'il y a un lien. Comment rouvrir Zoom correctement. Il y a un lien, effectivement. Hop, Ouais. Hop. Ça devrait marcher, non? Le lien marche, mais ça m'envoie vers une autre page qui, du coup, n'est plus partagée. D'accord. C'est compliqué. Est-ce que... Voilà, là, comme ça devrait marcher. Est-ce que vous voyez mon onglet Google? Enfin, YouTube? Non. Non. Pardon pour ce léger contretemps. J'arrive. Hop. Alors, je recommence. Est-ce que là, ça marche? Avec ma plus belle tête? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon? Okay, ça devrait marcher, là. Donc, je lance pour quelques minutes. Je ne tiendrai pas longtemps, je pense. Oui, ça va marcher. C'est difficile de se voir. Ok. Alors, c'est parti. Par contre, c'est sans son. On n'entend pas le son, hein? Ah mince. Là, vous n'entendez pas? Non. Ah, d'accord. Vous avez Le dû partage trouver ne le le bon permet moment, pas, là. peut-être. Hein? Donc là, Ça doit c'était être ça. plutôt Véronique que Valentine. Sans son. Ah oui, très bon. Très bon, très bon. Bon, du coup, c'est pas grave, mais je peux vous montrer les images à défaut. Donc là, c'était une vidéo où j'explique les 3 grandes familles de roches, comme vous le voyez absolument pas au titre d'ailleurs. C'est une de mes particularités, c'est qu'en général, les titres ne sont absolument pas transparents et très putaclic, comme on dit. Donc qui incite à cliquer, mais de la mauvaise façon, enfin, pour les mauvaises raisons. Et donc, ça commence bien. Et en même temps, tout du long de l'explication, je fais comme si j'étais au restaurant et je mange des choses salement, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc là, il y a le moment où j'ai mangé ma bouillabaisse et évidemment, ça a mal fini. Et puis après, je mange des choses diverses et variées. Enfin voilà, à chaque fois, ça finit mal. Et y compris le café, pour finir. Enfin bref. Je vous passe les détails, surtout avant de manger. Du coup, hop, je vais essayer de relancer un partage d'écran sur la bonne image. Hop. Là, normalement, vous avez accès à mes diapos. Hop, et c'est reparti. Donc voilà, c'est pour donner une idée un peu de ce que je fais. J'essaye de mettre un peu l'accent sur la mise en scène et un humour de préférence de mauvais goût et absurde.
Comme vous voyez là, par exemple, sur la droite de l'image, c'était le schéma du cycle des roches. Donc, les roches magmatiques qui deviennent métamorphiques, sédimentaires, tout ça, avec le magma au milieu. Bah, du coup, j'en ai fait un truc absolument immonde. Donc, ça va à l'encontre de la didactique, mais j'ai trouvé ça drôle et du coup, je l'ai mis dedans. Voilà. Je me tire un peu une balle dans le pied. Donc, la recette de mes vidéos, c'est avant tout des cailloux et de l'humour. Voilà, et des silences gênants. Mes objectifs sont plusieurs. C'est avant tout le divertissement. Ça, je trouve ça important de se poser, si jamais vous voulez monter une chaîne YouTube, de se poser avant et de vraiment réfléchir à l'objectif qu'on envisage pour notre chaîne. Donc, ça peut être du divertissement, ça peut être de l'enseignement, mais c'est bien d'avoir la tête claire au début pour faire un contenu un peu cohérent et savoir où on va. L'idée, c'était de dédiaboliser à la fois le Front National et la géologie, et aussi de montrer la diversité de la géologie, parce que très régulièrement, quand j'en discute avec des amis, même la semaine dernière, ils me disent toujours, c'est audacieux d'avoir fait une chaîne sur la géologie, est-ce que tu vas avoir assez de vidéos à faire? Comme si le sujet pouvait s'épuiser en 3 vidéos. En fait. Et donc, c'est là où ils ne se rendent pas compte d'en fait tous les sous-domaines et toutes les disciplines différentes qu'il y a au sein de la géologie. Et donc, je pense que c'est là qu'on a notre rôle à jouer pour montrer tout ça. Mais bon, je pense que je prêche un public de converti. Mon public cible, voilà, c'est Alizé. Non, pas du tout. C'est en fait, quand j'écris mes vidéos, je pense à Alizé non plus. Je pense à... Pardon, je ne peux pas m'en empêcher. Je pense à ma petite cousine qui est préado. Et donc, j'essaye de faire en sorte que mon contenu scientifique soit compréhensible par elle. Après, les blagues, c'est pas du tout... Enfin, remarque, elle peut les regarder, elle peut rigoler à ça. Mais c'est vrai que les blagues s'adressent plutôt à un public plus averti que ça. Mais en tout cas, le niveau de difficulté scientifique, j'essaye que ce soit compréhensible par des collégiens, lycéens, quoi, entre les deux. Après, peut-être que je ne suis pas bonne là-dedans du tout, hein, mais c'est le public que je sais. Mon public effectif, et c'est là où ça va peut-être devenir intéressant pour vous, c'est qu'on va parler stats. Mon public effectif, dans les faits, c'est les retours que j'ai, c'est surtout des parents qui regardent les vidéos avec leurs enfants, quand les vidéos ne sont pas trop trash, évidemment. Parce que les enfants aiment bien justement le coup de quand je me verse de la bouillabaisse dessus, ce genre de choses, ça plaît toujours. Et moi qui suis une grande enfant, ça me plaît beaucoup de le faire, donc c'est parfait. Mon public, c'est aussi les étudiants, surtout ceux qui travaillent assis en tailleur sur des tables et qui ont l'air beaucoup trop heureux, et aussi les jeunes actifs, mais pas que. Il y a aussi des gens plus âgés, parce que en fait, quand on regarde les courbes, alors déjà, on peut voir aux images précédentes que j'ai un peu menti parce que en fait, il y a très peu de femmes par rapport aux hommes sur ma chaîne. Depuis sa création, il y a à peu près 4 ou 5 fois plus d'hommes que de femmes. Je ne suis pas bonne en stats, mais enfin voilà, vous faites le calcul. C'est un peu terrible. Après, il faut savoir que c'est un peu la norme dans la vulgarisation scientifique. J'ai pu comparer les stats avec ceux de quelques amis, mais bon, ça dépend. C'est quand même pas très très haut pour moi. Je veux dire, la proportion de femmes est quand même pas très haute. Je ne saurais pas expliquer ça, peut-être qu'on peut en discuter ensemble après. Après, pour continuer dans les stats, donc l'âge du spectateur, je vous disais, c'était surtout des étudiants, des jeunes actifs, tout ça. Ça fait vraiment une courbe en cloche. Alors après, encore une fois, il y a peut-être des biais dans ces stats, c'est-à-dire que ceux qui ont 13-17 ans, est-ce qu'ils indiquent à Google quand ils s'inscrivent qu'ils ont 13-17 ans? Sachant que ça peut leur limiter l'accès à certains contenus, je ne sais pas. Donc peut-être qu'il y a un biais de ce côté-là, mais et puis aussi il y a le fait des gens qui regardent à plusieurs autour d'un seul. Donc bon, il y a tous ces biais à prendre en compte. Mais dans les faits, c'est surtout des 25-34 ans qui sont sur ma chaîne, ce qui est relativement classique aussi vis-à-vis des autres youtubeurs aussi, en vulgarisation scientifique. Donc voilà. Côté origine géographique, c'est surtout des Français de souche. Il y a un petit peu des francophones au sens large, mais c'est quand même surtout des Français, ne serait-ce que parce que je ne sous-titre pas mes vidéos en langue étrangère, donc ça limite de fait l'accès aux autres, aussi bonne que soit la bouillabaisse. Et ce qui est intéressant à voir, c'est aussi sur quel terminal sont gardées mes vidéos. Et ça, je pense que c'est pareil un peu pour tous les youtubeurs.
C'est là où on voit que la première place, c'est sur mobile et après sur ordinateur. Et ça peut aussi être visionné sur des grands écrans de télé. Et donc ça, c'est important à savoir quand on est un créateur parce que ça permet d'adapter la façon dont on fait nos vidéos. Parce qu'il faut que, si on écrit du texte, par exemple, ou si on montre des choses à l'écran, il faut que ce soit visible sur un tout petit écran de téléphone et que ce ne soit pas complètement dégueulasse si c'est projeté sur un téléviseur grand écran. Donc, c'est là où il faut s'adapter. Aussi, si on met des sous-titres nous-mêmes, il faut voir la taille de police, ce genre de choses. Enfin, bref. De toute façon, YouTube a un dispositif de sous-titres intégré, donc normalement, ça ne se présente pas trop. Voilà. Et un truc, ça c'est plus pour moi, parce que je ne pense pas que ça vous intéresse trop, mais le nombre de gens qui regardent mes vidéos, en fait, il y a 2/3 des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc ça, c'est pas terrible pour moi. Je n'ai pas comparé cette donnée-là avec d'autres vidéastes, donc je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mais ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne et qui regardent mes vidéos, donc qui n'ont pas le réflexe de s'abonner. Donc c'est un peu bizarre. Mais d'un côté, ça veut dire aussi que j'ai un bon trafic qui vient de l'extérieur. Bref, je rentre trop dans les détails et on s'en fout un peu, mais hop, je voulais montrer ça. Donc les retours du public que j'ai sur mes vidéos, c'est qu'elles les font mourir de rire, que je suis vraiment extrêmement drôle. Et aussi que ça leur montre un autre regard enfin, ça leur offre un nouveau regard sur la géologie. J'en ai eu plusieurs qui m'ont dit que avant, s'ils voyaient passer un article de presse qui parle de géologie ou ce genre de choses, ils n'auraient absolument jamais regardé. Et maintenant, depuis qu'ils ont commencé à regarder mes vidéos, ils se disent « Ah bon, bah, si jamais je croise un article qui parle de ça, eh bah, je vais peut-être lire le titre. » Pour moi, c'est déjà beaucoup, donc je suis contente. C'est déjà un petit changement. C'est déjà pire. Voilà. Après, le fait est que ça a l'air de plaire, puisque ma courbe d'abonnés, voilà, ça monte à chaque fois que j'ai sorti une vidéo, en fait, techniquement. Une vidéo qui a bien marché. D'où l'importance de sortir des vidéos. Voilà. Hop, je dis ça pour vous. Je reviens vite fait sur mon processus d'écriture, même si il n'y a rien d'original là-dedans, hein, mais en gros, je choisis mon sujet d'abord. Donc, j'ai une liste de sujets, ou sinon, ça peut être des trucs qui me viennent au cours de la conversation avec soit des amis, soit la famille, soit voilà, des gens du domaine ou pas. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une vidéo, c'est peut-être mon avant-dernière, je ne sais plus. J'ai fait une vidéo sur la structure interne de la Terre. Donc pour ça, j'ai fait des recherches bibliographiques avec des sources primaires. Donc la plupart du temps, en fait, ce que j'utilise, c'est des gros bouquins académiques écrits en anglais par des chercheurs pour des chercheurs. Donc ça, c'est vraiment ma Bible, ces trucs-là. Vive LibGen. Et donc pendant les recherches bibliographiques, je prends des notes. Et si j'ai des idées de blagues qui me viennent ou des jeux de mots ou des trucs comme ça, je les note immédiatement. Dès que j'ai des idées un peu folles, je les note avant de les oublier. Et puis, si j'ai des idées de mise en scène aussi, c'est le moment de les écrire. Donc ça, j'ai un doc brouillon. Et après, ce doc brouillon, je vais le réécrire proprement en mettant vraiment l'approche journalistique. C'est-à-dire que je vais avoir un angle. Et puis, à partir de cet angle qui est mon message essentiel, je vais essayer d'en dériver un plan détaillé. Et ce plan détaillé, je vais remplir avec les différentes notes que j'ai prises dans mes documents bibliographiques. Et aussi, je vais essayer de soigner l'accroche et la chute particulièrement, surtout l'accroche, mais on va revenir après, on va voir pourquoi exactement. Voilà. Et donc, au moment de la rédaction, encore une fois, là, je rajoute une couche de blague, une couche de mise en scène. Enfin voilà, plus je peux en mettre, mieux c'est. Il n'y en a jamais trop, j'ai l'impression. Donc voilà, ça c'est un exemple de script comme j'ai pu écrire. Alors, c'est une ancienne version de script qui a pas mal évolué. Donc là, c'est l'accroche dont je vous parlais. Là, c'est une accroche que j'ai changée parce que finalement, elle ne s'appliquait pas là. Mais donc là, en l'occurrence, c'était bonjour à tous, sauf à mes voisins du dessus, à ceux qui font la pub de NordVPN et ceux qui disent du coup, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Donc, je n'ai pas utilisé cette intro parce que la vidéo en question n'était pas sponsorisée par NordVPN. Mais croyez-en bien que je vais recycler cette intro dans une autre vidéo. Ce qui est pratique, c'est que c'est tellement pas spécifique que je peux la passer d'une vidéo à l'autre. C'est complètement l'inverse de ce qu'on apprend en école de journalisme. On fait vraiment un truc spécifique. Normalement, là, c'est très, très général. C'est juste pour la blague. Donc, j'ai commencé par une petite histoire, une petite anecdote. Tout ça, ça marche toujours. Enfin, bon, les trucs de base de storytelling, comme on dit maintenant, enfin, de scénarisation. Et puis voilà, donc je raconte des choses. J'ai des titres. Si j'ai des mises en scène, je les explique. Là aussi, si j'ai des indications
pour le montage ou pour le tournage, je les indique aussi d'une certaine manière. Et puis ce document-là, après, j'en fais mon... Une fois qu'il est prêt, je le transforme en fichier prompteur pour pouvoir le lire directement au tournage. Et donc, ce que je vous disais de soigner l'accroche, le début, c'est particulièrement important parce qu'en fait, on a globalement 10 secondes pour capter l'attention du lecteur dans une vidéo, enfin l'attention du spectateur. Et là, c'est une courbe qui est relativement typique. Vous voyez que là, donc ça, c'est le nombre de gens qui restent sur la vidéo à partir de 100%, là, en fonction de la longueur de la vidéo. Donc, quand la vidéo commence, il y a plus de 100%, ça, je ne saurais pas l'expliquer. C'est peut-être des gens qui sont revenus au début de la vidéo, je ne sais pas. Et très vite, paf, ça chute. Et ça chute, ça veut dire que là, il y a plein de gens qui sont partis. Plein de gens. Et donc là, ça doit être les 30 premières secondes, je pense, qui sont surlignées. Donc au bout de 30 secondes, il y a déjà plus que 75% des spectateurs qu'il y avait au début. Donc il y a un quart des gens qui se sont déjà barrés. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment très... très, très brutal quand on balance l'information ou la blague au début, mais il faut vraiment capter l'attention par tous les moyens possibles au début, surtout pour une vidéo de géologie. Voilà, donc ça c'est un exemple. Hein. Voilà, ça aussi c'est terrible. En moyenne, les gens regardent moins de la moitié de la vidéo. En général, j'ai des chiffres qui sont autour de la moitié, mais c'est terrible de se dire ça quand même. Bref, il ne faut pas s'arrêter là-dessus, c'est déprimant. Donc, une fois que j'ai mon script bien écrit, je le fais relire par un expert du domaine que je vais contacter et aussi par un novice. Donc, l'expert, c'est pour voir le fond scientifique et le novice, c'est pour voir si c'est compréhensible et aussi s'il rigole aux blagues. Enfin, si mes effets de style, de rythme et tout ça peuvent fonctionner ou pas. Et donc, comme ça, je revois le script en fonction. Ça peut aider aussi de le lire à voix haute. Moi, c'est ce que je fais beaucoup, de lire le script à voix haute pour voir si tout marche bien quand on va tourner la vidéo. Ça permet de faire gagner un temps fou parce que si au tournage, on voit qu'il y a une phrase qui fait 3 km et que du coup, ce n'est pas possible à lire, c'est très compliqué d'aller modifier le fichier prompteur, tout ça, alors que si on le fait en amont, ça fait gagner un temps fou au tournage. Et le temps, c'est de l'argent. Non, mais du coup, c'est important. Et un autre truc que je faisais aussi, qui peut aider, c'est de s'enregistrer au dictaphone, tout simplement sur son téléphone, par exemple, de s'enregistrer en train de lire son script et après de le réécouter. Et comme ça permet vraiment de prendre du recul sur ce qu'on a écrit, de se rendre compte s'il y a des éléments qui manquent pour comprendre le raisonnement, si au contraire, il y a des moments où on se fait chier. Enfin voilà, ça permet vraiment de prendre du recul et c'est assez intéressant à faire. Voilà, donc je vous le conseille. Tester et approuver. Je passe pas mal de temps aussi autour des accessoires de mes vidéos. Alors, ça peut être une vieille pipe que j'ai récupérée dans le grenier qui appartenait à mon arrière-grand-père et du coup, on a remis un peu en forme pour pouvoir m'en servir juste au début de la vidéo. Ça dure exactement 3 secondes. Je fais semblant de fumer la pipe et après, je commence à faire la vidéo. Ou là, par exemple, c'est ma maman qui m'a fabriqué un collier en mini saucisson. Je ne la remercierai jamais assez pour ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, la plupart des gens qui regardent la vidéo ne s'en rendent pas compte et ils sont obligés d'aller regarder dans les commentaires. Et c'est là où ils se rendent compte que d'autres l'ont remarqué et du coup, eux vont voir la vidéo. Et du coup, ils vont re-regarder la vidéo et c'est bon pour mes stats. Excellent. C'est mon plan machiavélique. Pour la petite histoire, ne faites pas ça parce que le collier de saucisson sous la lumière des LED pendant un tournage de 2-3 heures, j'ai pu jeter toutes mes fringues après. C'était une horreur, ça dégoulinait. Bref. Donc, dans certains cas aussi, là pour la bouillabaisse en l'occurrence, j'ai même fait un storyboard parce qu'en fait, c'était hyper compliqué. Il y avait plusieurs caméras qui tournent en même temps. Et surtout, je n'avais pas le droit à l'erreur parce que je ne peux pas refaire un plan du début alors que je suis à la fin du repas et que j'en ai déjà plein de t-shirts. Donc là, vraiment, j'avais droit qu'à une prise à chaque fois quasiment. Et du coup, il fallait que je fasse un découpage technique carré et aussi un storyboard. Et donc, voilà, vous pouvez admirer mes talents de dessinatrice au passage, surtout là-dedans, là. Et donc ça aide vraiment beaucoup au tournage, avec des petites indications aussi. Si j'ai besoin d'accessoires, je le mets. Donc là, j'avais besoin d'un feuilleté au fromage, par exemple. Là, j'avais besoin d'une... Ah oui, c'est un bout que j'ai coupé. J'étais censée me faire terrasser par une météorite pendant mon repas. Enfin bref. Donc, ça aussi, il y a des bouts qui sont coupés au tournage. Donc là, je me fais verser un seau d'eau dessus quand je suis par terre. Donc ça aussi, il fallait le tourner tout à la fin. Il fallait que je me change parce que j'étais un autre personnage. Enfin bref, c'était compliqué. Mais du coup, je vous encourage à faire un storyboard quand vous faites un truc un peu compliqué. Ça fait gagner beaucoup de temps et vous allez plus sereinement au tournage aussi.
Voilà. Ça aussi, donc pour le script en question, ce que j'aime bien faire, c'est d'indiquer, donc là, c'est du Facecam. Le décor, c'est dans mon décor studio de base. La liste des accessoires qui me servent. Comme ça, je sais que quand je filme cette partie-là, il faut que j'ai ça sous la main. C'est particulièrement utile quand je parle de plein de cailloux différents. Je peux savoir que dans telle partie, il va falloir que j'ai tel caillou sous la main, telle autre, telle partie. Enfin, bref, vous avez compris le principe. Ah là là, heureusement que ce n'est pas mon métier de parler à du public. Alors après, il y a le tournage. Non, ça, c'était pas le même tournage, pardon, je confonds. Et puis le montage. Donc le montage qui me prend pas mal de temps. Et en même temps, je fais un petit teasing sur les réseaux sociaux en partageant des images. Si j'ai des captures d'écran rigolotes ou des trucs comme ça, ou des bouts de vidéos que je peux sortir et que je mets sur Twitter la plupart du temps, mais pas que. Ça peut être sur Instagram aussi, par exemple. Et ben ça aide aussi à faire patienter le public, à faire un peu monter la sauce. Et puis moi, ça me rapporte de l'enthousiasme. Enfin, j'ai plus envie de continuer à monter la vidéo, du coup, quand je vois qu'il y a des bons retours dessus déjà. Niveau temps, faire une vidéo, ça me prend entre 100 et 150 heures à peu près. Le montage, ça fait une cinquantaine d'heures de base. La rédaction, pareil, une cinquantaine d'heures. Donc en général, ça peut être un peu plus. Quand je dis rédaction, ça peut être c'est rédaction et recherche biblio. Mais quand je me plonge dans mes énormes bouquins voilà, pour apprendre toutes les bases de telle ou telle science, évidemment, il me faut pas mal de temps. Et puis le montage, évidemment, je fais plein de bêtises. Je peux passer une demi-journée à faire des effets spéciaux qui vont se voir sur 2 secondes ou même 1 seconde des fois. Et moi, ça m'amuse beaucoup, mais effectivement, ça prend du temps. Et voilà. Et c'est toujours des effets spéciaux complètement débiles, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà. Et donc après le montage, je publie la vidéo quand je suis contente de moi et je suis tout ça sur les réseaux sociaux, évidemment. Et donc la vidéo dont je vous parlais sur la structure interne de la Terre, elle a fini comme ça, donc avec ce titre-là, qui n'a rien à voir avec la vidéo en question, enfin avec le sujet. Donc c'est vraiment un titre complètement putaclic, avec des emojis, avec écrit en majuscule, sauf le « et », c'est un peu ma marque de fabrique maintenant. En fait, au début, c'était juste pour le gag, mais ça marche tellement bien parce qu'il y a plein de gens qui sont un peu maniaques et qui, du coup, m'écrivent en commentaire le E majuscule, c'est il faut faire tel code Alt 144. Machin. Je sais très bien, mais du coup, en plus, ça génère des commentaires, donc c'est bon pour mon référencement sur YouTube. Donc, je continue à faire ça parce qu'eux, ils continuent à faire ça de leur côté. Donc, ça m'amuse beaucoup. Donc, je pense que dans toutes mes dernières vidéos, il y a un E minuscule à un endroit. Et il y a toujours des commentaires dessus. Et voilà. Et le fait de mettre un petit commentaire entre parenthèses derrière, ça aussi, c'est la mode. Donc, j'essaye un peu de surfer sur les modes. Pareil, miniature très, très colorée avec ma tête dessus. Enfin voilà, j'expérimente encore. J'ai pas de solution miracle là-dessus. Ça dépend vraiment des gens aussi. Parce qu'au début, quand j'essayais de faire des titres comme ça, j'ai eu quelques retours d'abonnés qui m'ont dit j'ai failli me désabonner de ta chaîne, j'ai cru que c'était une chaîne cancer. Genre, enfin bref, je ne vais pas citer, mais genre des chaînes horribles de désinformation et tout. Or, je joue là-dessus, mais c'est vrai qu'au début, quand on n'est pas trop au courant, ça peut surprendre. Mais je pense que maintenant, c'est bien ancré dans la tête du public, donc ça va. Alors maintenant, on va parler des choses très importantes. La thune. Donc, quel est mon modèle économique? Je suis sûre que vous vous posez la question. Mon modèle économique se constitue de toutes ces choses-là. Alors, j'ai eu la chance de décrocher une bourse du CNC Talent l'an dernier, je crois. Oui. Ah, j'aime bien la légende de la photo. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, le CNC Talent, c'est le Centre national du cinéma et de l'image animée. Donc, c'est un organisme public qui subventionne le cinéma et aussi, je crois qu'ils subventionnent des trucs à la télé, genre téléfilms aussi. Et maintenant, ils ont un fonds pour les youtubeurs, qui est le CNC Talent. Et donc, j'ai eu la chance de débourser, enfin de débourser, non, de bourser un peu d'argent pour faire une série de 8 vidéos, je crois, avec eux. Donc, c'était hyper chouette. Donc, j'ai ça comme grosse source de financement, même si maintenant, j'ai fini les 8 vidéos. Donc, je trouve autre chose. Je vous rassure, j'ai refait une demande de financement. On va voir si ça passe. J'ai aussi le financement participatif de dons. Donc, j'utilise Utip et Tipeee. Mais ça, pareil, c'est plutôt anecdotique. Ça doit être dans les 500 € par mois, à peu près. Le CNC Talent, j'ai eu 25 000 € pour les 8 vidéos, sachant que ce n'est pas 25 000 € dans ma poche.
C'est pour la boîte de prod. Donc, il y a le matériel, il y a les salaires des différents intervenants parce que si j'ai besoin de cadreurs, si j'ai besoin de... Alors, monteur, non, c'est moi qui fais, mais bon, j'ai utilisé des recherchistes aussi pour un peu déblayer le terrain pour quelques sujets. Enfin, voilà. Donc, l'argent entier ne va pas dans mes poches. Hein. Je ne dors pas dans une baignoire de billets, mais c'était quand même bien sympa de pouvoir avoir ces fonds-là. Alors, la pub YouTube, tout le monde imagine que c'est la source principale de revenus et que ça rapporte énormément. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est absolument pas le cas. Et par exemple, le mois dernier, j'ai gagné 30 $ grâce à, à la pub YouTube. Donc, je remercie YouTube énormément de mettre tellement de pubs devant nos vidéos qu'on ne choisit même pas les pubs en question. Et donc, ça nous rapporte très peu en fait. Mais après, c'est un bon complément de salaire. Ça dépend aussi du nombre de vues que vous faites, ce genre de choses. Ça dépend de beaucoup de choses, mais je ne sais même pas si on est au courant de tout, nous, créateurs. Mais en tout cas, la plupart des gens disent que c'est beaucoup moins que ce qu'on imagine, quoi. Alors, il faut que je remercie mon financeur principal qui est Pôle emploi quand même, parce que faut savoir que la plupart des youtubeurs qui se lancent sont quand même majoritairement au chômage, en tout cas au début. Donc, je remercie Pôle emploi qui m'ont bien aidé. Ça peut être le sponsoring aussi ponctuellement. J'ai fait un sponsoring pour l'instant. Je ne peux pas révéler le montant, mais pareil, c'est anecdotique. Hein. L'enseignement, oui, donc je fais d'autres activités à côté. Donc, ça peut être des contrats, des partenariats, des piges, des trucs comme ça. Donc, je fais des vidéos pour d'autres gens, ce genre de trucs qui ne se voient pas sur ma chaîne, du coup. Mais ça m'apporte de l'argent que je peux après utiliser pour la chaîne. Et pareil, j'enseigne aussi, donc je vous ai dit, dans mon ancien master de journalisme scientifique à Paris Diderot, voilà, qui est le meilleur master du monde et qui est menacé d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Bref. Donc voilà pour mes sources de revenus et on va revenir un peu sur les partenariats. Asma, je pense à toi. Car ma dernière vidéo, j'ai eu la chance de pouvoir faire une vidéo en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle dans le cadre de leur programme de sciences participatives Vigitaire autour des cailloux. Donc, si vous ne connaissez pas Vigitaire, allez voir parce que c'est hyper bien. Mais bon, je pense que vous connaissez déjà. Vous, public averti. Et donc, c'est le muséum qui m'a contacté, et Asma en particulier, pour monter une vidéo pour promouvoir ce programme-là et expliquer un peu comment on se servait de Vigitaire, tout ça, enfin, comment le public pouvait s'emparer de cet outil-là et s'en servir sur le terrain. Et donc, voilà, j'ai dit banco, allons-y. Et ça s'est hyper bien passé. C'était une super expérience, vraiment. Donc, c'est vraiment un projet qu'on a monté ensemble, à la fois du point de vue éditorial, du point de vue pratique, du point de vue de la production, tout ça. Enfin, on a vraiment tout fait ensemble, donc c'était hyper chouette. C'était un vrai plaisir et puis c'était hyper enrichissant parce qu'on est arrivé à un produit fini qui est très différent de ce que j'aurais pu faire toute seule, ni même imaginer toute seule. Et c'était vraiment très chouette. Et donc, dans la pratique, je vous explique un peu ce qu'on a fait du coup. On est allé visiter une ancienne mine. Donc là, pour le coup, le titre n'est pas tellement putaclic. C'est vraiment ce qu'on est allé faire. Une mine dans le Canigou, donc dans les Pyrénées-Orientales. Et une ancienne mine pour aller voir différents affleurements, tout ça, et les répertorier sur le site de Végitaire, donc pour expliquer un peu comment on répertoriait tout ça. Et puis expliquer aussi tout le côté historique de la mine et l'histoire des mines, l'extraction minière du fer dans le Canigou, qui est quand même un truc assez important dans le coin. Et donc voilà, c'était hyper cool et ça nous a permis aussi de montrer un peu le visage des relais locaux du programme Vigitaire, parce que là, du coup, on était avec un relais local du Canigou, qui est le syndicat mixte du Canigou Grand Sud. Voilà. Asma, n'hésite pas à me dire si j'ai oublié des choses ou si j'ai dit des bêtises, c'est possible. Et donc la vidéo, c'est un espèce de vlog, alors un mélange de face caméra et de vlog filmé sur place, où j'étais avec des copains vidéastes et on a exploré les lieux, on a regardé, on a parlé cailloux. Il y avait aussi des experts locaux du coup du syndicat mixte qui nous ont expliqué l'histoire du lieu, l'histoire culturelle, l'histoire géologique, tout ça. Et donc ça donne un objet un peu particulier, plein d'humour comme j'aime en tout cas. Et c'était cool de pouvoir aller sur le terrain. Et ça m'a beaucoup plu. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. Comme autre projet aussi, de genre de choses qui ne se voient pas sur ma chaîne, mais qui sont des trucs que je fais, j'ai participé à 2 et bientôt 3 saisons du Vortex. Donc le Vortex, c'est une chaîne de vulgarisation collective. Donc en fait, il simule
vous me dites si je suis trop longue, parce que je surveille absolument pas le temps, qui simule une colocation entre des vulgarisateurs. Et la colocation change à chaque saison. Donc là, on a filmé la 6e saison il y a 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Et donc, c'était hyper cool. J'ai eu l'immense honneur de faire partie de 3 saisons, du coup. La dernière qu'on a tournée, mais qui n'est pas encore diffusée. Et c'était hyper chouette. Donc, j'ai fait une vidéo, pas uniquement de géologie d'ailleurs, mais j'ai parlé du sel, là, on peut le voir. Du sel, donc c'est plus biologie, là, pour le coup, c'est les adaptations de la faune et de la flore au milieu hyper salin. J'ai fait un truc un peu plus axé philo, histoire des sciences, sur la hiérarchie des sciences selon Auguste Comte. Voilà, histoire de, de tailler un peu la pédologie par rapport aux autres domaines de la géologie. Pardon, pardon les pédologues. Et donc avant, j'avais fait une vidéo aussi sur la fossilisation, une autre sur les météorites, grâce à Vigiciel aussi. Bisous Asma, tu es partout. Et une vidéo aussi sur le rire du point de vue de la psychologie évolutionnaire, en gros. Donc pourquoi le rire du point de vue de l'évolution. Voilà, donc c'est hyper chouette. Et une nouvelle saison à venir. Je fais aussi d'autres trucs par ailleurs. Donc ça aussi, c'est des choses qui ne se voient pas sur ma chaîne. C'est une nouvelle collaboration. Je vais passer vite, on a presque fini de toute façon. Nouvelle collaboration sur la chaîne Info ou Mytho qui est lancée par Milan Presse. Donc c'est Géo, Ado, tous ces trucs-là. Je ne sais plus qui y a d'autres. Enfin, c'est surtout Géo, Ado en fait. Donc des petites vidéos sur les théories du complot, pour expliquer les théories du complot. Donc voilà, j'en ai fait la première sur les Illuminati de Bavière, ce qui explique ma tenue. Voilà, donc je fais plein de choses autour de la chaîne. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait la chaîne, ça donne une vitrine pour faire plein d'autres trucs autour. Et c'est hyper chouette. Donc voilà. Les projets à venir. Alors, je suis produite par Nest, qui est une boîte qui produit, j'ai envie de dire, la moitié des vulgarisateurs sur YouTube à l'heure actuelle. Enfin, il y a Nota Bene, Linguisticae, Copains du Web, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de monde, Monsieur Phi aussi. Et donc, j'ai hâte de pouvoir faire plein de choses avec eux parce qu'ils savent y faire. Et d'ailleurs, ma dernière vidéo avec le muséum était produite par Nest déjà. Donc, on va faire plein de choses ensemble. Et puis, j'aimerais bien aller moi-même plus sur le terrain. D'ailleurs, la demande de subvention que j'ai faite au CNC dernièrement, ça s'oriente plutôt là-dessus. Donc voilà, faire d'autres vidéos sur le terrain, un peu comme justement pour Vigitaire. Donc si jamais vous avez des opportunités, si vous avez des idées, si vous avez l'occasion de m'accueillir chez vous, dans vos labos, sur le terrain, tout ça, de faire le guide, je suis tout à fait ouverte à toute collaboration. Voilà. Voilà, je crois que ça s'arrête là. Donc, merci de votre attention.